Ce qu'on fait mine d'avoir oublié dans l'économie politique chinoise, c'est que le président de la Chine n'est pas un président à vie. La jurisprudence du Parti communiste chinois veut même que son secrétaire général soit limité à 2 mandats et qu'il ne soit pas nommé après 68 ans. Mais c'est Xi Jinping, l'actuel président de la Chine, qui, dès sa nomination en 2012, n'a eu de cesse de manœuvrer pour maximiser son pouvoir. En 2015, il a commencé par purger l'armée chinoise de plusieurs de ses très très hauts gradés, donc Zhu Hao. Ils ont été condamnés dans des dossiers de corruption et dès 2016, Xi Jinping a procédé à une grande réorganisation pour mettre au pas l'armée au moment même où il multipliait en coulisses les tractations pour obtenir au sein du parti et à son sommet un statut tout à fait hors norme, un statut bien au-dessus de celui de tous ses prédécesseurs et particulièrement de Yan Zemin et de Hu Jintao. Alors, il y a bien sûr eu quelques résistances en interne, mais il a su les mater et il s'est vu nommer ce qu'on appelle Exin du parti. C'est un terme qu'on pourrait traduire par un noyau, mais qui veut dire le cœur central du parti. Et sa pensée, sa doctrine, qu'on dit la Xixiang, s'est progressivement imposée comme le canon, il a été canonisé comme la doctrine officielle du pays et du parti, avant d'être carrément inscrite comme la pensée, je cite, de Xi Jinping sur le socialisme à caractéristiques chinoises de la nouvelle ère au sein de la charte du Parti communiste chinois lors du congrès de 2017. C'est quelques mois après que Xi Jinping s'est permis de supprimer la limite de 2 mandats pour le poste de président de la République populaire de Chine, qui en fait est assez cérémoniel en Chine, c'est pas non plus les chrysanthèmes, mais le véritable pouvoir se situe à l'intérieur du parti unique, à l'intérieur du parti communiste. Et cette réforme, à l'époque, avait fait couler beaucoup d'encre en Occident, sans réveiller vraiment d'opposition des politiques, parce qu'après, en 2018, plus personne ne doute que Xi Jinping, en 2022, sera reconduit, alors même qu'il a 69 ans. Parce que Jinping a réussi à plonger les cadres du Parti communiste chinois, qui avait été biberonné à la culture du leadership collectif, celui qui prévalait dans les années 80, dans une espèce de résignation lucide, une cage un peu dorée, avec tous leurs enfants qui sont dans les universités américaines et eux qui viennent à Paris s'approvisionner en objets de luxe. Mais comment il s'y est pris ? D'abord, il faut voir qu'à son arrivée au pouvoir, en 2012 donc, le premier acte fort qu'a pris Xi Jinping, c'est de lancer une campagne anticorruption très féroce, avec un immanquable effet spectacle, effet médiatique. Il s'en est pris aussi bien à ce qu'on appelle les tigres, c'est-à-dire les cadres très très haut placés du régime, dont certains étaient ouvertement corrompus, qu'aux mouches, les tout petits cadres de terrain, les petits policiers, dont les innombrables transgressions ou exactions excèdent de très nombreux Chinois dans leur vie quotidienne. Et les classes populaires, d'ailleurs, semblent être extrêmement reconnaissantes à Xi Jinping de ce coup de balai et lui être durablement reconnaissantes. Parce qu'ensuite, Xi Jinping a multiplié des plans très très vigoureux, apparemment efficaces, mais on n'a pas vraiment de moyens de le calculer, mais des plans vigoureux pour lutter contre la petite délinquance et contre la grande criminalité. Ça, c'est un aspect de la politique de Xi Jinping qui est totalement ignoré en Occident, alors même qu'elle répondait à une population qui était très très préoccupée par l'insécurité. Et cette action policière, absolument généralisée, a culminé à un moment central entre 2018 et 2020, donc juste avant le Covid, avec ce qu'on appelle la campagne Sao Hei, qui veut dire en gros balayer le crime. En balayant le crime, il s'est ouvert la voie ensuite avec une gestion de la pandémie qui a renforcé encore plus son pouvoir. Une gestion qu'on a dit chinoise, en fait une gestion autoritaire, parce que dès la toute première flambée épidémique, qui s'est située autour de l'épicentre de Wuhan, au tout début de l'année 2020, peut-être même à la fin de l'année 2019, en fait, le pouvoir chinois était assez fragilisé auprès de l'opinion publique. C'est un médecin qui a révélé sur Twitter, sur Internet, les risques du Covid et qui lui-même a été condamné. Vous vous rappelez d'ailleurs peut-être des images très fortes de ses camarades du Parti communiste qui tenaient des barrages entre les villes et qui frappaient, qui sortaient les conducteurs des voitures pour les frapper quand ils essayaient de changer de ville. Ensuite, Xi Jinping s'est assez vite rattrapé en appliquant une politique dite d'éradication dynamique, la Dongtai Qingqing, avec une réouverture des frontières seulement en 2022, mais des confinements localisés
quand les variants Omicron sont arrivés, des variants qui finalement ont créé des confinements très mal acceptés, mais la peur du virus restait quand même la plus forte, et Xi Jinping a pu regagner son autorité. Pour appréhender sa popularité réelle, en tout cas constatée sur le terrain, il faut arriver quand même à saisir le prisme des divisions internes qui se font jour au sein de la société chinoise. Si certaines classes populaires ont pu voir en très peu de temps leur opportunité, c'est-à-dire leur niveau de vie matériel augmenter, l'insécurité au quotidien baisser, bien les classes moyennes ou les classes supérieures urbaines, on va dire, elles sont tournées vers l'international. Et elles vivent très mal l'augmentation constante, continue, de la censure et de la surveillance, qui est le cœur du régime de Xi Jinping. Pendant plus de 2 ans, elles ont été interdites de voyager, ces élites internationales, au nom de cette lutte anti-Covid, anti-épidémique, et elles en gardent une certaine rancœur, une image compliquée de leur rapport au pouvoir, de leur rapport au Parti communiste chinois et à Jinping. Il existe d'ailleurs probablement un mécontentement larvé aussi à l'intérieur du Parti communiste chinois, d'abord chez ces cadres qui ont eu à subir une série de coups de force, alors qu'aucun rival crédible n'est aujourd'hui identifiable depuis 2012, c'est-à-dire depuis l'arrivée de Jinping au pouvoir et l'arrestation et l'exclusion d'ailleurs du Parti communiste d'un autre prince rouge qui était son principal opposant, qui s'appelle Bo Xilai, qui est l'ancien ministre du Commerce et qui est le fils d'un des 8 immortels du Parti communiste chinois. C'est ceux qui ont participé à la longue marche auprès de Mao Tse-tung et qui ensuite, Mao va décider de les faire emprisonner, de les torturer. Et en 2012, il faut quand même voir qu'il y avait 4 descendants de ces fameux immortels, donc des princes rouges, parmi les membres du bureau politique, le politburo du Parti communiste chinois, dont d'ailleurs Xi Jinping lui-même. Parce que son père, et ça explique beaucoup de sa personnalité, s'appelait Xi Zhongxun, c'était le vice-président de l'Assemblée populaire de Chine, et le vice-premier ministre d'ailleurs, avant de faire 16 ans de prison, et d'être réhabilité seulement après la révolution culturelle par une politique un peu d'ouverture de Deng Xiaoping. Lui, Xi Jinping, il voit qu'il existe quand même quelques figures qui pourraient, on va dire, modérer au moins certaines de ses priorités. Parmi ces figures, il y a Li Keqiang, il y a aussi Wang Yang. Mais on voit assez vite qu'ils ne peuvent pas l'affronter directement, ils n'ont pas l'assise médiatique, économique, politique pour le faire, et qui surtout, ils ne peuvent remporter aucune bataille politique contre Jinping. Donc, les anciens dirigeants communistes Jiang Zemin et Hu Jintao sont eux-mêmes plus du tout en mesure de faire jouer leur réseau pour s'appuyer sur ces potentielles divergences et déstabiliser le maître du régime de Pékin. D'ailleurs, il y a une vidéo en octobre 2022, à la fin du congrès du dernier parti communiste, du dernier congrès, où on voit, juste à côté de Xi Jinping, des officiers de sécurité escorter Hu Jintao, l'ancien président, sans ménagement, après avoir fait une phrase, sermonné quelque chose. Et au fil des années, on voit bien d'ailleurs que le président chinois a été très patient, très méthodique dans les jeux de pouvoir internes au Parti communiste chinois, et il est parvenu à force à neutraliser au fil du temps, une par une, absolument toutes les sources potentielles de contestation de son pouvoir total, son pouvoir suprême. Il a passé finalement son temps, avant de s'attaquer à l'hégémonie américaine, à construire l'unité derrière lui du Parti communiste chinois. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il n'y a même plus de factions réellement démarquées au sein du Parti communiste chinois. Il n'y a plus de courant, comme il y avait pu en avoir dans les années 80, avec justement des réformateurs et des conservateurs, ou même dans les années 2000, au moment de l'explosion économique du pays, quand en 2001 la Chine adhère à l'OMC, et qu'il y a la faction de la Ligue de la jeunesse communiste, dite les Tuanpei, qui était menée par Hu Jintao et Li Keqiang, justement, et de l'autre côté, la bande de Shanghai, la Shanghai Beng, qui était menée par Jiang Zemin. Ces groupements n'ont jamais été vraiment figés, mais ils ont fini par être pulvérisés, en fait, par un Xi Jinping qui a été capable, sans ménagement, de purger, d'intimider, et au final de récupérer, de convertir chacun de leurs membres, de sorte qu'il ne reste plus aujourd'hui qu'une seule faction qui survit et qui prospère au sein du Parti communiste chinois, c'est celle de Xi Jinping lui-même. Au fond, il ne reste plus qu'une faction qui survit et qui prospère, c'est celle de Xi Jinping lui-même, qui est constituée par les très nombreuses personnalités qu'il a rencontrées sur son chemin avant son accession au pouvoir en 2012, donc dans les régions du Shanxi, du Fujian, du Zhejiang et à Shanghai.
il les a toutes promues au sein des différentes instances centrales du Parti communiste chinois pour conserver la main, les manettes. Et durant le congrès de 2022, c'est ce groupe qui domine le Politburo et le comité permanent du parti. Cette faction unique est même devenue au large qu'elle pourrait... Cette faction unique est même devenue si large qu'elle pourrait se départager dans les prochaines années entre les tenants d'une ligne plus ouverte et ceux d'une ligne plus fermée, ou même selon d'autres critères, ce qui donnerait lieu à une réémergence de factions opposées au fur et à mesure que la santé de Xi Jinping ne pourra faire que s'affaisser. L'homme fort du régime chinois a d'ailleurs toujours bien fait attention de ne laisser absolument personne entrevoir ou devenir son successeur potentiel. Sur les 24 membres du Politburo élus lors du dernier congrès, le 20e congrès du Parti communiste chinois en 2022, aucun ne semble assez remarquable, ou même assez jeune d'ailleurs, pour prétendre lui succéder un jour. Le moins âgé de ces 24 membres du Politburo a 58 ans. Et Xi Jinping lui-même projette de rester au pouvoir au moins jusqu'en 2032, ce qui les disqualifierait de fait. À moins évidemment d'une crise politique majeure, d'une crise peut-être d'une guerre à Taïwan ou d'une déstabilisation du pouvoir à l'intérieur des frontières de la Chine dans les prochaines années, peut-être à Hong Kong. Mais on peut imaginer quand même que Xi Jinping prendra tout le temps nécessaire pour arrêter le moment venu son choix sur un successeur qui sera plus jeune et qui serait peut-être d'ailleurs même pas parmi les 205 actuels membres du comité central du Parti communiste chinois. Et puis, quant au rapport de force qu'il y a à l'intérieur du parti, évidemment, ils joueront un rôle, mais probablement qu'il s'agira moins dans cette succession de l'échange entre des forces pro ou anti-Xi Jinping que de nouvelles lignes de partage parmi les très nombreux soutiens qu'il a promus ces dernières années dans les administrations, dans les régions ou dans le pouvoir central chinois. Derrière l'image de la contestation du leadership économique mondial aux Américains, de la quête d'une grande crédibilité économique et politique, le bilan économique du règne de Xi Jinping est finalement très ambivalent. S'agissant du niveau d'activité, on voit que la baisse de croissance du PIB est de plus en plus marquée en Chine, et bien avant le Covid d'ailleurs. Les taux à deux chiffres des années 90 et 2000 appartiennent pour toujours au passé, et lui-même, Xi Jinping, a reconnu cela en se mettant à parler de Xinjiangtai, c'est-à-dire une espèce de new normal en matière économique, et ce, dès son tout premier mandat, il y a déjà une décennie. Alors, évidemment, les effets en chaîne des confinements et puis des restrictions qui ont été causées par le maintien envers et contre tout par Xi Jinping, du zéro Covid jusqu'à 2022, ont été énormes pour la Chine. Ils ont été importants aussi pour le reste du monde. Il y a d'abord eu les cessations ponctuelles d'activité à l'échelle carrément de provinces ou de municipalités entières, mais il y a aussi une déstabilisation fiscale de toutes les autorités locales qui ont beaucoup d'autonomie, beaucoup de puissance en Chine, et la mise en danger de secteurs de pans entiers de l'économie, évidemment le tourisme, mais plus largement une baisse générale de la confiance en l'avenir chez les entrepreneurs qui a réduit l'investissement. Là où la baisse d'investissement a le plus plombé l'économie chinoise, c'est dans l'activité immobilière. Parce que en plus des répercussions, en fait, des tentatives répétées du pouvoir communiste de modérer le niveau agrégé en fait, de la dette dans ce secteur de l'immobilier, qui lui faisait prendre un très gros risque de faillite systémique, eh bien, c'est l'accès au crédit pour les promoteurs qui a été revu. Et la chute du numéro 1 chinois de l'immobilier, Evergrande, qui était endetté à l'époque à hauteur de 300 milliards de dollars et qui embauchait 200 000 employés, a été un effet domino qui a mis en panique tous les marchés financiers en 2022, avant finalement qu'une restructuration ne puisse être négociée en catimini en 2023. Parce qu'il faut comprendre que le BTP représente plus du quart du PIB chinois et embauche une armée de travailleurs très peu qualifiés, souvent provenant d'une immigration sud-asiatique. Pour autant, on ne peut pas dire que tout soit négatif dans l'évolution de l'économie chinoise depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping en 2012. Déjà parce que malgré la baisse de la croissance, des taux de croissance, eh bien les salaires des ouvriers, les salaires des paysans, des classes populaires qui sont quand même très nombreuses en Chine, ont énormément augmenté. Et elles ont augmenté plus rapidement que le PIB sur la période pré-Covid. C'était d'ailleurs plus qu'indispensable parce que l'explosion des inégalités sur toutes les décennies précédentes, depuis l'époque de Mao Tse-tung, allait devenir insoutenable avec
grâce finalement à cette hausse des salaires, qui n'ont pas empêché les exportations d'atteindre un record en 2021, juste après le Covid. Parce que le secteur privé chinois a quand même continué à s'étendre, malgré des campagnes d'intimidation du pouvoir de Pékin extrêmement spectaculaires. Le Parti communiste chinois a décidé d'intimider d'abord les assureurs. Et ça a été Han Bang, l'ancien président de ce groupe chinois d'assurance, a été condamné à 18 ans de prison pour fraude en 2018. Ensuite, il y a eu le conglomérat HNA, qui a été formé autour des fondateurs de la compagnie Hainan Airlines et qui était devenu à une époque le premier actionnaire de la Deutsche Bank et des hôtels Hilton. Son président et son DG ont été arrêtés en 2021 après que son fondateur, qui était en vacances en France, soit mort en 2018. Il a essayé de monter sur un petit muret pour admirer le paysage magnifique d'un petit village du Luberon. Et il a fait une chute de 10 mètres de haut qui a coûté des milliards finalement à la Chine. Bien sûr, le cas, vous le connaissez, qui a fait le plus grand bruit de notre côté de la frontière en Occident, c'est celui d'Alibaba. Déjà parce que c'est un empire dans nos vies quotidiennes qui a passé les frontières de la Chine, et surtout parce que son fondateur, c'est l'entrepreneur chinois le plus connu en Occident, le plus emblématique. Il s'appelle Jack Ma, c'est un ancien professeur d'anglais qui avait en 2019 senti le coup en quittant la direction de son groupe pour se consacrer, un peu comme Bill Gates, à ses activités philanthropiques. Et seulement en octobre 2020, Jack Ma s'en est pris ouvertement dans un discours public aux banques publiques et aux autorités chinoises de régulation financière en les accusant de brider le développement des fintech, et il avait même appelé de ses voeux à l'établissement d'un système financier, je cite, plus sain. En représailles, Pékin a refusé l'introduction en bourse d'Alipay, qui est sa solution de paiement qui est utilisée par une majorité de Chinois. Cette introduction en bourse devait largement dépasser les 200 milliards de dollars levés, c'est-à-dire une des principales levées de l'année, et qui plus est, aux bourses de Shanghai et de Hong Kong, pas à Wall Street. Sauf que, dès ce moment-là, avec ces décisions de Xi Jinping, le cours d'Alibaba chute, son fondateur disparaît complètement des radars, au point que les médias, pas chinois évidemment, mais occidentaux, parlent d'une purge, peut-être même d'un kidnapping. Sa disparition symbolise à ce moment-là la reprise en main de Xi Jinping sur les géants chinois de la tech. 3 mois plus tard, finalement, Jack Ma réapparaît lors d'une visioconférence où il s'adresse à une centaine d'enseignants en zone rurale chinoise. Et son discours, lui qui vient d'un milieu modeste, c'est en résumé de vanter les extraordinaires efforts du régime de Xi Jinping pour éradiquer cette grande pauvreté dans la paysannerie chinoise. À ce moment-là, le cours en bourse d'Alibaba, à partir du moment où on voit que Jack Ma est vivant et s'est réconcilié avec Jinping, gagne près de 9% en un claquement de doigts. Et en septembre 2021, les autorités chinoises vont demander carrément à Jack Ma de scinder les activités de paiement et les activités de crédit d'Alipay avec sa banque Ant Group avant d'infliger une énorme amende de 2,8 milliards de dollars à Alibaba pour un abus de position dominante. Finalement, Jack Ma a compris le message. Il a cédé le contrôle d'Ant Group en janvier 2023 après avoir quitté durablement son pays, la Chine, pour partir s'installer à Tokyo, où il enseigne désormais au Tokyo College, ainsi que dans une prestigieuse école de commerce de Hong Kong. Hong Kong qui, vous savez, est une région qui conteste la souveraineté de la Chine sur elle. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que contrairement à ce qu'on peut lire parfois, contrairement à ce qu'on peut presque ressentir instinctivement, il n'y a pas réellement de programme général du pouvoir chinois qui vise à substituer le capital étatique au capital privé. C'est Nathan Sperber, un spécialiste français qui travaille en Chine, qui le dit, et qui explique notamment que dans le domaine technologique, les investissements massifs de toute la politique industrielle donnent parfois lieu à un flagrant gaspillage de ressources. On brûle du cash, comme l'a très bien illustré d'ailleurs le désordre actuel encore sur le marché des semi-conducteurs, qui fait de Taïwan une puissance géopolitique mondiale. Il y a eu aussi quand même en Chine des réussites, et notamment des remontées de filières qui ont très bien marché. La plus emblématique, c'est celle des batteries de véhicules électriques, où aujourd'hui personne ne peut encore challenger la Chine. Donc l'Union européenne, les États-Unis qui subventionnent ces achats, subventionnent directement l'industrie chinoise. Concernant la dette et puis ses répercussions sur les faillites d'entreprises et globalement la volatilité financière,
on peut dire que le régime a fait beaucoup plus sous Xi Jinping que sous ses prédécesseurs pour contenir une dynamique d'expansion complètement incontrôlée du crédit, et particulièrement depuis 2018, avec une surchauffe de l'économie. Et on le sait, cette crise d'activité, à la fois dans l'immobilier, puis plus largement cette baisse de la croissance chinoise, a produit un contre-coup direct de tous les efforts qui avaient été faits par le pouvoir chinois. Ce contre-coup, il a été sciemment provoqué par les autorités chinoises, sauf qu'elles avaient très mal anticipé son ampleur et le risque qu'il faisait peser sur l'économie mondiale.